Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis comme toujours accompagné de mon inséparable Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Alors, cette semaine, SmackDown avait lieu le 1er novembre 2016 à Newark, dans le New Jersey. Donc, au menu de ce soir, la Vipère prête allégeance au gourou, Natalia tripote Shane McMahon, on continue de se qualifier dans la division Tag Team, la rivalité entre Bryan et le Miz reprend de plus belle, et James Ellsworth est très dissipé. Alors, on va commencer par la rivalité qui implique la Vipère et Bray Wyatt, puisque nous avons un match ce soir qui oppose Randy Orton à Kane. En effet, souvenez-vous, la semaine dernière, Randy Orton s'était retourné contre le démon rouge, puisqu'il avait porté son RKO, et donc avec comment les mind games continuent entre la Vipère et Bray Wyatt, puisqu'on ne sait pas vraiment quelles sont les véritables intentions de Randy Orton et que tout tourne autour de cela. C'est ça. Donc rapidement, c'était un match no disqualification. Donc Randy Orton se rue très rapidement pour récupérer une chaise aux abords du ring. Chaise qui se retourne contre lui évidemment, puisque Kane la récupère, il lui met un bon coup sur la caboche. Retour des affaires sur le ring. Kane prépare son choc slam et ça s'arrête là, puisque un blackout total et apparition de la Wyatt Family, on a l'habitude maintenant, qui s'en prend donc à Kane. Sans grand succès, car c'est Orton finalement qui se charge d'annihiler le démon rouge d'un RKO fatal. Alors il y a un échange de regards, c'est vraiment une séquence intéressante à ce niveau-là. Fallait bien observer les visages des différents protagonistes, puisqu'on est dans une situation où chacun se jauge et tente de savoir quelles sont les intentions de l'autre. Donc on a un échange de regards entre tous les protagonistes. Bray Wyatt tente de jauger quelque peu l'alignement de Randy Orton. Donc Luke Harper se charge, on va dire, d'une sorte de test, en provoquant un peu la Vipère. En l'invitant on va dire à participer au beatdown de Kane. Ouais. Donc Randy Orton ne se démonte pas et contribue à l'exécution finale en offrant Kane à Bray Wyatt qui peut porter son sister Abigail. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait à la base Luke Harper voulait, on va dire, offrir Kane à Bray Wyatt, mais Randy Orton a, on va dire, un petit peu poussé Luke Harper et lui a piqué la place, on va dire. Donc on sentait Luke Harper et oh là, qu'est-ce que tu fais là, mec, attention, marche pas trop sur mes plates-bandes. Alors et la séquence se termine alors que Randy Orton et Bray Wyatt donc exécutent leurs poses respectives, vous les connaissez toutes, dans un tableau graphique très inspiré, j'ai noté. Il y avait un beau mouvement de caméra, on voyait de plongée comme ça, on voyait Randy Orton faire sa pose là sur le coin, tout en hauteur, et Bray Wyatt au sol, les bras tendus. Ça donnait vraiment une belle image. Un peu plus tard dans l'épisode, cette séquence se conclut par Randy Orton, qui est donc dans les profondeurs du stade avec Bray Wyatt et Harper. Et Randy Orton donc confirme son allégeance à Bray Wyatt sous le regard malgré tout suspicieux de Luke Harper. Et puis là, on est une espèce de... Bon, Randy Orton est visiblement habité par ses nouvelles intentions et il a un petit effet After Effect rajouté dans le regard de Randy Orton parce qu'il a les flammes qui apparaissent dans ses pupilles. Et donc, c'est ainsi que se termine donc la séquence Orton et Bray Wyatt hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que tout ça t'a inspiré, Giscal ? C'est pas mal enfin, en tout cas, ça m'intéresse, ce qu'ils écrivent là autour de tout ça. Ils sont en train de transformer une feud un peu insipide et qui n'intéressait pas grand monde, ou en tout cas en une intrigue qui, pour l'instant, moi, me capte mon attention. Voilà, je trouve que c'était plutôt bien exécuté. On continue à jouer sur les épisodes précédents, avec ce match, tu l'as rappelé, Orton contre Kane, donc il fait suite aux péripéties de la semaine dernière. Donc tout ça c'est logique. La stipulation aussi, la stipulation semble se justifier parce que
les deux sont plutôt d'un profil assez violent et quand on les cherche, bah voilà, le match no DQ a plutôt du sens. Coupé court par la Wyatt Family. Et puis maintenant on se retrouve avec un Randy Orton. On continue à penser que Randy Orton joue les infiltrateurs là, hein. Il se joue un peu de la Wyatt Family. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'on a positionné Harper un petit peu avec le même point de vue. Puisque tu l'as dit, hein, les jeux de regard pendant la séquence après le match sont intéressants. Harper qui regarde vraiment Orton du coin de l'œil, qui le jauge. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment le côté le plus intéressant de cette séquence, hein. C'est le positionnement d'Harper. Exactement, le positionnement d'Harper ouvre beaucoup de possibilités. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant. On sent que finalement Harper, il joue un petit peu le rôle de nous, spectateurs incrédules devant cette histoire, et pendant que Bray et Orton se tournent autour là. Donc c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Donc j'ai envie de dire qu'ils ont réussi leur coup. On est passé à une série de 1 contre 1 un peu moyen à quelque chose de plus original. Rappelle-toi, c'est ce qu'on avait dit, hein. Effectivement, on avait cette rivalité tombée un petit peu, comme souvent avec Bray Wyatt, hein, qui s'incruste dans une rivalité en cours, ou en tout cas qui provoque des rivalités comme ça te tombe dessus, voilà, un jour ou l'autre, Bray Wyatt te tombe dessus. C'est ça. Ouais. Et c'est après coup qu'on construit l'histoire, et pour l'instant, ils se débrouillent plutôt pas mal. Moi, vraiment, c'est Luke Harper, hein, moi qui m'intrigue le plus, et je trouve ça très intelligent de jouer sur ce côté lieutenant en fait de Bray Wyatt, et Randy Orton visiblement qui va probablement essayer de jouer là-dessus, peut-être en se positionnant entre les deux en fait, hein, Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Il va essayer de jouer la dissension. Donc c'est pas mal. Et puis du coup Kane qui a un rôle qui lui va bien là, de faire valoir un petit peu dans cette rivalité. Oui, alors c'était le retour du Kane un peu pas invincible, mais presque, hein, du Kane très très puissant, puisque c'est vrai il se fait attaquer. Il était déjà dans le cours d'un match en no DQ. Il se fait attaquer par la Wyatt Family, mais il a riposté très bien et il s'est pas laissé démonter. C'est vraiment parce que Randy Orton a placé son RKO qu'il s'est fait coucher. C'est vrai qu'il a cette aura qui lui permet de pouvoir revenir à l'occasion et au besoin comme ça dans des rivalités pour être assez fort et crédible. Du coup, c'est vrai que c'est pratique de l'avoir quand même, ce Kane sous la main. Donc à suivre, hein, une histoire à suivre, très intéressante façon de faire évoluer cette rivalité. On va enchaîner avec la division féminine, parce que ce soir on avait un match opposant Becky Lynch et Nikki Bella à Alexa Bliss et Carmella. Donc c'est Nikki, hein, et Alexa Bliss qui ouvrent le bal. Pas grand chose de très particulier à noter sur ce match, hein, qui est juste surtout là pour continuer à faire vivre les rivalités un peu croisées. Ouais. Donc voilà, le match finit par une diversion de Carmella sur l'arbitre, hein, qui permet à Alexa notamment d'arracher littéralement les globes oculaires de Becky Lynch. Et de pouvoir après couvrir la championne sans trop de difficultés. Donc voilà, hein, victoire des deux vilaines qui viennent donc se faire interviewer par alors c'est Charlie Caruso, hein, une fois de plus. Oui, je pense. Elle est dans tous nos résumés. Alexa Bliss, donc elle vole carrément le micro, elle éjecte. Pas besoin de journalistes. Elles vont faire leur promo toutes seules comme des grandes, hein, après cette victoire. Donc et là c'est très intéressant puisqu'on a Carmella qui se met à provoquer, donc les deux s'entendent, hein, c'est les deux méchantes, donc elles s'entendent très bien. Oui. Donc Carmella qui va se mettre tout soudainement à provoquer les filles du roster rouge, donc les filles de Raw, en particulier Bayley, le petit bébé, et Charlotte, la fille à papa. Et Alexa, quant à elle, promet d'achever, donc elle continue dans sa rivalité avec Becky Lynch, hein, elle lui promet d'achever le conte de fées, donc de Becky Lynch. On est toujours dans cette métaphore, voilà, des contes du conte de fées, la vilaine sorcière, etc. Je crois qu'on parle. Alors c'est un des intervieweurs c'est Moro là qui nous parle de Yellow Brick Lane.
en faisant référence à la fois il y a le Yellow Strapline Ouais, de la semaine dernière et le Yellow Brick Lane attention. mince, de ce film, comment ça s'appelle? Euh, Pour t'aider là. le Magicien d'Oz. Le Magicien Ah bah d'Oz, oui, voilà. oui, je suis Voilà. bête. Yellow Brick Road, ouais. Yellow Brick Road, exactement. Road Lane. Voilà. Anyway, donc là voilà, grosse promo, hein. Voilà, on construit vraiment Survivor Series à tous les niveaux, à toutes les divisions. On le verra plus tard, hein. Chaque équipe ou chaque division tentant de provoquer un petit peu le roster adverse. Backstage, pour continuer, hein, sur cette histoire Oh, oui. de division féminine, hein, backstage, on a Daniel Bryan qui officialise, on va dire, le 5e membre de l'équipe. Et sans grosse surprise, il s'agit évidemment de Naomi, hein, Oui. sans raison particulière, à part qu'il reste plus qu'elle. Et on a ensuite Natalia qui se propose, hein, d'être la coach de l'équipe, puisque Natalia a perdu son match la semaine dernière et donc a été éliminée de facto de l'équipe. On en a suffisamment discuté la semaine dernière sur Oui. cette drôle de stipulation. Et elle y parvient, hein, à être, on va dire, nommée coach de l'équipe en faisant un petit peu de gringue à Shane McMahon, qui nous gratifie de sa présence. Ça c'est un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu, hein. McMahon the Third, Junior. C'est ça. Donc voilà, donc au bout du compte, tout ça pour dire que on a notre roster au complet, hein, si je dis pas de bêtises, pour les filles. Euh, Absolument. donc qui sera donc Nikki Bella, capitaine de l'équipe, Becky Lynch, Carmella, Alexa Bliss et Naomi. Bon, voilà, pas de grosses surprises à ce Ah. niveau-là. Non, il y a il y a tout le roster féminin. J'avoue que je ne sais plus là, je n'ai pas sous les yeux. On fera un débrief une fois que toute cette construction d'équipe sera terminée d'ici Survivor Ouais. Series, mais je ne sais plus qui on avait nommé pour notre défi, mais Parce que pour les femmes, on a fait un perfect à mon avis. Je pense parce qu'on ouais. avait mis. Je pense pas qu'on ait mis Natalia dedans. Donc, Bon bah si on n'a pas mis Natalia, on a gagné. donc on a Euh, gagné. qu'est- Qu'est-ce que tu en penses toi du match? Je ne sais pas si ça a grand chose à dire, mais voilà ce qui se Sur le passe. match, non, sur le match, j'ai rien à dire. Ouais, c'était, tu l'as très bien dit, c'était un match sans vraiment grand moment, mais qui était juste là pour faire exister les deux rivalités. C'était très bien, comme souvent à SmackDown, c'est souvent la bonne personne qui a gagné. Donc c'était bien écrit. Le fait que ce soit Alexa Bliss qui prenne la victoire sur Becky Lynch dans un match tag team avec une tricherie, ça renforce son côté heel et puis du coup ça sème le doute pour leur match pour le titre pour la semaine prochaine à Glasgow. Donc c'est bien joué. À côté de ça, Carmella a aussi réussi à tirer son épingle du jeu en distrayant l'arbitre. Donc voilà. Donc les deux heels ont bien fait le boulot et ça leur a permis du coup de faire une promo derrière, qui pour moi était le vrai highlight, on va dire, de la semaine pour les filles. J'ai trouvé que cette promo était vraiment super sympa. Une bonne alchimie entre les deux petites insupportables là. Carmella et Becky Lynch qui du coup s'entendaient bien avec leur caractère assez compatible, hein. Voilà, elles sont super imbues d'elles-mêmes, très moqueuses, très sûres d'elles et absolument insupportables là comme ça. Donc elles aimaient bien s'auto-congratuler l'une l'autre. C'était assez rigolo à regarder. Et t'avais vraiment, enfin, elles ont vraiment des têtes à claques les deux, donc ça marchait bien. T'avais vraiment envie de les huer et de leur rabattre le caquet là. Donc c'était pas mal. Leur petit discours était vraiment la promo miroir de celle de Charlotte à Raw la veille, hein, parce que Charlotte avait fait une promo aussi en invectivant toutes les filles de SmackDown une par une. Donc du coup là j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué, que Carmella en mette une couche là sur Charlotte, sur Bayley. Voilà, ça fait un peu monter la sauce et ça justifie finalement un petit peu une rivalité entre les deux shows, un peu une sorte de suprématie entre les deux émissions, donc c'est pas mal. Puis bah voilà, j'ai trouvé que elles étaient très à l'aise au micro, que c'était super sympa de voir comme ça une bonne promo heel efficace, ça Ouais. change un peu, donc c'était Carmella, très... autant Alexa Bliss,
Enfin, Ça va. ça fait longtemps qu'on est rassuré, s'il y avait besoin d'être rassuré sur ses capacités à faire des promos. Et Carmella vraiment s'en sort vraiment super bien là depuis quelques semaines. Ouais. Avec Parce sa qu'on est promo voilà, impliquant John Cena. Et Oui. cette nouvelle promo là qui était importante, voilà, pour défier, rendre l'appareil à Charlotte et défier la Team Raw. Et à la fois continuer sa fédération avec Nikki parce que voilà elle en place une pour Nikki Bella. Oui, évidemment. C'était vraiment super promo là, un petit match solide on va dire et puis super promo Très bien. donc on peut continuer rassuré. La suite, c'est la division Tag Team qui est également appliquée pour les Survivor Series. Alors on avait 2 matchs de qualif, c'était un peu plus simple et efficace on va dire pour la division Tag Team, puisque là il y a le roster est suffisamment étoffé, enfin suffisamment, c'est un bien grand mot, on va voir pourquoi, Ouais. pour faire des matchs de qualif pour les Survivor Series. Donc on avait 2 matchs. Le premier match, American Alpha affrontait les Spirit Squad. American Alpha a gagné. Et le deuxième match, les Usos affrontaient les Headbangers. Je sais pas si vous vous souvenez, ces 2 papy rockers métalleux qui avaient participé Tournoi tag team. au tournoi Tag Team exactement, qui sont venus faire une pige et qui ont perdu. Donc victoire des jumeaux diaboliques. Donc victoire un peu miroir avec les American Alpha avec qui ils sont en rivalité, mais voilà, la rivalité n'a pas été mise en scène dans cet épisode de SmackDown. On a fait simple et efficace cette semaine. On a qualifié 2 équipes dans 2 matchs de quoi, ça dure quoi, entre 3 et 5 minutes quoi les matchs, quelque chose comme ça. Même pas cumulé, ouais, mais Cumulé. cumulé, parce que je crois qu'ils ont duré 2 minutes chacun à peu près. Hein. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais on le fait quand même. Donc du coup, à l'heure actuelle, on a Slater et Rhino évidemment en tant que champions, ce qui peut encore changer parce que ce sont les champions qui sont qualifiés, selon les mots de Daniel Bryan. S'il y a peu de chance, sauf vraiment s'ils veulent nous faire un petit oh my god moment, on va dire. Mhm. Donc Slater et l'ami Rhino, donc les Eyebrows qui sont qualifiés la semaine dernière, Oui. American Alpha, les Usos, et il reste donc une place qui pourrait être prise par qui, mon bon Giscal? Bah, par qui il nous reste Breezango et les Vaudevillains a priori. Ouais, C'est les exactement. 2 équipes qui restent. 2 équipes heal, alors du coup c'est un peu bizarre, mais bon, bah c'est ce qui reste. Donc donc a priori ça va se jouer entre ces 2 équipes-là. Je sais plus, on fera la récap à la fin. Je sais plus qui est-ce qu'on avait mis. Bah nous on s'était planté, on avait mis souviens-toi les The Ascension en fait. Ah oui, Donc, qui du coup ont été éliminés. voilà. Mais voilà, simple, efficace. En effet, on n'a pas joué sur la rivalité entre les Alpha et les Usos sur cet épisode. On reviendra sûrement dedans lors des Survivor Series, justement, parce qu'il va falloir que ces 2 équipes s'entendent. Mais là, c'était bien. Là, c'est un peu comme Arrow, on a un petit peu appuyé sur le bouton reset et on est vraiment tourné vers les Survivor Series. C'est vraiment le thème de l'épisode. Donc du coup, c'était très bien. Et encore une fois, ils prennent peu de temps dans l'émission, mais ils le prennent bien. J'ai trouvé le match American Alpha Spirit Squad très court, mais vraiment très sympa. Et ça m'a presque fait regretter que ça n'ait pas duré plus longtemps. Oui, c'était des 2 matchs, c'était celui qui était le plus intéressant, parce que c'est vrai que les Spirit Squad, ils délivrent, les bonhommes. Ouais, franchement, les Spirit Squad, moi je serais pas contre qu'ils prennent un job permanent à la WWE, parce que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. American Alpha, ça me faisait plaisir de les revoir. Un peu plus déçu par les Usos contre les Headbangers. J'ai trouvé le match vraiment très médiocre. Ouais. Et puis même la victoire des Usos, contre des purs jobbers comme ça, j'ai trouvé dommage de faire gagner les Usos sur une distraction avec un roll-up derrière. Je pense qu'ils auraient pu tout à fait squasher les Headbangers, ça aurait pas fait de mal. Donc j'ai trouvé ça Oui, un peu effectivement, toi, voilà, j'ai pas fait play-by-play, mais c'est vrai que Ouais. ils auraient gagné à avoir une victoire nette et expéditive. c'est un peu naze et sans intensité, c'était pas terrible. Ce qui aurait été cool, c'était de faire venir peut-être soit une autre tag team old school, enfin, toi, Ouais, quelqu'un d'autre que les Headbangers, pourquoi Ouais. pas, ou alors pourquoi pas construire une tag team montée de briques Voilà, et de une broc, tactique quoi. random, tu peux dire, je sais pas, tu peux envoyer genre Apollo Crews. Apollo Crews, tu vois, même moi je me trompe. Oui, voilà. Apollo Crews et un autre. Jack Swagger.
Et Jack Swagger, par exemple, voilà, tu leur fais faire une petite promo, genre, tiens, mec, ça te dirait pas, on tente notre chance. On est pris nulle part, on veut montrer qu'on a notre place, bon, bah, peu importe comment, Bon, euh, et là, à la limite, là, sur un match comme ça a du sens de faire gagner les Usos en trichant. ouais, Parce que là, pour le coup, ce serait bien de protéger les mecs d'en face. ouais, Mais les Headbangers, il n'y avait pas besoin de protéger, donc du coup, ça sert à rien. Bon, non, voilà, non. petit point noir. Ah, bah, Mais bon, toujours est-il j'ai peut-être trouvé mon flop en direct, hein. mais voilà, toujours est-il qu'en tout cas, la composition des équipes avance et ils prennent le temps de le faire. Ça faisait plaisir de revoir les Alpha, les Usos, donc c'est bien. Eh ben justement, on va continuer, hein. Tu disais, hein, la thématique de cette semaine, et heureusement on va dire, c'est les Survivor Series. Eh ben on a Miss TV, hein. Miss TV c'est pareil, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et l'invité du Miz ce soir, c'est ni plus ni moins que, c'est comme ça qu'il le dit, j'ai trouvé ça très drôle, le Yes Man himself. Oui, Voilà, un peu à double sens, hein, évidemment. c'est ça. Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan rejoint donc le Miz et Maryse sur le ring dans le décor du Miz TV, enfin, en tout cas ce qu'il en reste, hein, parce que ça consiste en deux trois tabourets on va dire. C'est un tapis noir et deux tabourets. Que tu vois des fois les mises en scène qu'on a pour les entrées des catcheurs Ah oui. pour les pay-per-view, là, c'est vrai que c'est un peu cheap. Bon, Daniel Bryan en profite pour justement annoncer les 5 membres de la team SmackDown masculine, puisque Oui. finalement dont les membres ne sont donc pas liés à des matchs de qualification, hein, ça a été Exactement. décidé de façon très unilatérale. Pour autant, vous allez le voir ou l'entendre plutôt, on prend pas trop de risques, hein, on fait comme à Oui. Raw, si je dis pas de bêtises, on prend quasiment le gratin, le top du top, le main event ou Non. de Ouais. SmackDown, du roster. Donc, il s'agit de Randy Orton et Bray Wyatt, tiens donc, Dean Ambrose et AJ Styles, tiens donc, et là, accroche-toi bien, mon Giscal, on l'avait deviné, Eh oui. le baron Justement. Corbin. Comment se passer du baron? Comment se passer du baron et l'indispensable baron Corbin, donc qui rejoint donc cette team de 5. Donc moi perso ça m'a fait plaisir d'avoir le baron Corbin parce que en plus on a eu droit à un joli petit des petites vidéos là, comme des packages, hein, comme on dit, Oui. qui a été monté pour Baron Corbin, hein, qui a droit à son petit package vidéo maintenant disséminé ici et là. Donc on voit en mode loup solitaire sur sa moto en noir et blanc, j'en ai rien à foutre du public, etc. Donc visiblement on a des plans pour Baron Corbin, pour notre ami le Baron, et donc de le placer comme ça dans cette team, bah c'est pas anodin. Ça fait certainement écho probablement au Braun Strowman Complètement, complètement. de la Ouais. Team Raw, hein. On a souvent un effet miroir, hein, dans ces matchs On Survivor. peut déjà envisager le face-to-face Strowman contre Corbin à un moment dans le ring. Ah, stop au spoiler! Il est C'est ouf ou sûr, quoi, c'est sûr. lui? On va se faire engueuler si tu commences à spoiler comme ça, là. Merde. Donc évidemment, le Miz est terriblement vexé, hein, puisqu'il s'attendait Ah, à être le cinquième, le cinquième nom de la liste. Il s'apprêtait à se lever à ce moment-là, quand soudain Daniel annonce qu'il n'y sera pas. oui. Et donc voilà, ça relance les frictions entre les deux ennemis naturels, hein. C'est devenu très très personnel. On avait légèrement mis de côté leur rivalité, mais en fait ça reste un fil rouge qui va continuer, je pense, pendant Ça. des mois et des mois. Ça c'est vraiment appréciable d'avoir ces rivalités latentes qui, après, dans des années plus tard, on se souviendra de ces grosses rivalités, hein, comme on a pu connaître des grosses rivalités dans le passé qui sont étendues sur plusieurs années. Donc le Miz donc n'est pas content. Il dit ouais voilà, tu fais ça juste pour m'humilier. Je croyais que SmackDown c'était le pays des opportunités. Grosso modo, Daniel Bryan c'est du despotisme. T'en fais qu'à ta tête. Mais Daniel Bryan répond que il a pensé au Miz. Hein. Voilà, ils avaient la liste de tous les catcheurs qu'ils ont choisis. Hein. Le Miz était dedans. Mais il avait besoin de superstars qui n'ont pas peur de se battre. Hein. Voilà. On revient toujours à ce côté t'es une poule mouillée, le Miz, tu évites le combat. Ils ont besoin de gars qui montent sur le ring, qui n'ont pas peur. Il lui rappelle que effectivement Dolph Ziggler lui avait offert un rematch, hein, pour son IC title. Hein. On se souvient que il faut se rappeler que le Miz a toujours sa clause de rematch non utilisée pour Oui. le titre intercontinental, mais que voilà, le Miz a préféré fuir, prétextant qu'il voulait avoir le match selon ses termes. Hein.
C'est un peu le Ça, truc du moment, ça. vraiment Euh, il classique. ouais, classic heel move. Donc voilà, lui, Brian, il veut des bonhommes, quoi, hein, des mecs qui vont à la baston. Et donc les deux commencent vraiment à s'échauffer. Hein, enfin, c'est déjà le cas, mais là, ça devient de plus en plus tendu, tendu. C'est mignon. Euh, alors là, oui, alors mise en place une en disant que de toute façon, Daniel Bryan n'est plus bon à rien si ce n'est qu'à passer la serpillière dans la maison de John Cena. Ouais, ça c'est très dur ça. Aïe 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 dans l'émission Total Bella, hein, puisque Ouais. le principe c'est que Daniel Bryan et sa belle vivent pendant plusieurs semaines dans la maison, le palace, le manoir. Ah bah tiens, voilà un autre point commun avec Giscal, le manoir de John Cena. Écoute, tu penses que j'en ai pris un pourquoi? Je veux le même. Il est allé à son agence et il est je veux le même. Ça. J'aimerais le manoir. Donc là, Daniel Bryan est vraiment très très énervé, là ça commence vraiment à chauffer. Ouais. Les deux vraiment s'en prennent quasiment, en viennent quasiment au point. Et c'est à ce moment-là que Dolph Ziggler intervient ou pas? Je ne sais plus. Non, il annonce que Dolph Ziggler, si c'est comme ça, voilà, si c'est comme ça, pardon, et ben Dolph Ziggler, lui, il a pas peur, donc il va défendre son titre dans un Open Challenge. C'est bien ça. C'est Oui. ça. Ok. Exactement. Donc on va continuer. Ouais, voilà. Donc on a le match. Dolph Ziggler arrive, pardon. C'est donc un Open Challenge qui est lancé contre quiconque du roster est un homme qui veut se battre, comme le dit si bien Daniel Bryan. Miz et Maryse sont aux commentaires à ce moment-là. Et là, alors qu'on s'attend, personnellement, je m'attendais à un bon gabarit, même limite Baron Corbin, toi. Et ben c'est Kurt Hawkins qui débarque, hein, Kurt Hawkins, dont on entend beaucoup parler mais qu'on voit pas beaucoup, qui accepte l'Open Challenge. Hein. Le match se lance pour de vrai. On se dit le match va pas se lancer, mais si il se lance, c'est un match de 8 secondes puisque Kurt Hawkins se prend un super kick dans la tronche et se fait compte de 3. 1, 2, 3. Dolph Ziggler gagne le match et conserve son titre. Je continue. Dolph Ziggler sait qu'il donc il a dit que voilà, c'est un champion qui veut se battre. Il a pas peur. Il va défendre son titre. Et là, grosse annonce. C'est pas seulement un Open Challenge pour le roster de SmackDown qui est lancé. C'est carrément un Open Challenge au roster de Raw qui est lancé. Et oui, pour défendre le titre à Survivor Series pour le titre intercontinental. Et donc, ça voudrait dire ramener le titre intercontinental dans la Braine Rouge, ce qui énerve encore plus le Miz, évidemment. Il est fou, là. Il est complètement fou, là, il n'en peut plus. Et ça se passe pas du tout comme il le veut. Ah non, il perd le contrôle total. Et donc, ça se termine ainsi. Fin de cette grosse séquence, hein, qui était vraiment probablement la séquence phare, au-delà du main event, évidemment, de cet épisode, hein, parce que ça mêle à la fois la rivalité naturelle et historique entre Daniel Bryan et le Miz. On a Daniel Bryan qui en vient presque au point, là, vraiment, on était à un moment où il balance la chaise, il était... Enfin, qu'on connaît, voilà, les conditions physiques. Enfin, grosso modo, t'as pas le droit de toucher Daniel Bryan. C'est l'homme de verre, hein, oui. incassable, Bruce Willis. Non, c'est l'autre, c'est pas Bruce Willis, c'est l'autre. Dans le film Incassable où il est l'homme de verre. Heureusement qu'il n'y a pas la trelle, tu te serais fait Oh putain, ou dans Amélie Poulain, pour les francophones. Vient se mêler évidemment la rivalité entre Ziggler et le Miz, hein, qu'on connaît bien, qui a été au top du top. Ces derniers mois, plus l'Open Challenge qui revient, on remet le concept d'Open Challenge, mais alors là en plus on rajoute une couche parce que c'est Open Challenge Arrow, donc ça se croise avec les Survivor Series, ça ouvre plein de possibilités. Waouh. Ouais. Wow. Là, les gars, ils ont tout donné. All-in. Allez. Ils ont mis all-in, mais là, comme ça, quand on déballe tout, ça semblait, ça peut sembler un peu, bon bah, il y en avait dans tous les sens, on comprend rien et tout, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien exécuté tout ce segment. C'était progressif, tout s'est pas passé en même temps, évidemment. Exactement. C'était extrêmement bien exécuté. Franchement, moi, c'était mon moment préféré du show. J'ai trouvé ça génial.
extrêmement bien écrit, comme tu l'as dit, ils ont mêlé plein de trucs, ils ont enfin, voilà, mêlé tous les gros sujets du moment dans une promo et dans les segments après. J'ai beaucoup aimé cette promo entre le Miz et Daniel Bryan qui est montée petit à petit. C'était assez drôle de voir le début de la promotion où ils sont tous les deux assis et ils s'envoient des petits taquets en souriant presque. Hein. Tu vois, il y a Brian qui rigole aux provocations, qui dit tiens, mais ok, t'es mignon le Miz, mais peut-être que ça dirait au public que j'annule Miss TV, tu vois, en rigolant pour provoquer des yes chants derrière. Bon, c'était très bon enfant au début. Il enchaîne sur l'annonce des cinq participants au 5v5 masculin. Sur le dernier nom, il s'arrête. Parce qu'il avait dit Randy Orton, Baron Corbin, Bray Wyatt, Dean Ambrose. Sur le dernier nom, il s'arrête. Le Miz, sourire Colgate bah oui, évidemment. jusqu'aux oreilles. Il s'attend. Bah oui, le cinquième, c'est moi. Et là, donc quand Brian dit AJ Styles, donc là, on monte d'un cran, le Miz devient fou. Donc c'est très très drôle. Et puis bah après, la provocation. Et on sent que vraiment le sujet, dès que le Miz provoque Brian sur le fait qu'il est plus bon à rien et qu'il peut plus catcher, c'est un peu comme Marty McFly là dans Retour vers le futur quand on le traite de mauviette. Tu sens que vraiment ça fait tilt. Et genre et là Brian pète un câble et c'est vraiment sympa. Donc ils ont vraiment rallumé la flamme de cette rivalité qui avait été un peu mise en stand-by derrière la feud pour le titre intercontinental avant. C'est sympa parce que je crois qu'on n'avait pas prédit justement que le Miz serait pas dans le Survivor Series parce que Brian déciderait de lui casser les couilles là. Ouais, on avait mis, je sais pas, on avait fait 2 listes aussi à un moment. Donc, Ouais. Mais bon, je crois qu'on avait peut-être mis Ziggler quand même dedans, mais bon. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que voilà, ça a du sens. Il y a aucune raison que Brian fasse une fleur au Miz, donc c'est logique qu'il soit pas dans l'équipe. Le Miz, ça le rend fou. Donc voilà, bon, toute cette promo, j'ai trouvé ça excellent. Et puis après le match derrière, moi j'étais mort de rire devant le Ziggler Hawkins avec le super kick de 8 secondes. J'ai trouvé ça assez drôle. Et puis après, par contre, j'ai été vraiment très très intéressé par cet Open Challenge pour Raw. Ah ouais. Parce que du coup, comme tu dis, enfin voilà, le Miz, il était aux commentaires pendant le Ziggler Hawkins, et tu sens que le Miz est en train de se rendre compte petit à petit qu'il est en train de perdre totalement le contrôle. Parce qu'il n'est pas dans l'équipe de SmackDown pour Survivor Series. Il a un rematch pour le titre intercontinental, mais si ça se trouve, au Survivor Series, si le titre intercontinental part à Raw, bah, il est baisé. Donc c'est très très intéressant. Et puis qui va être le challenger de Ziggler au Survivor Series? Moi je vois bien Rusev. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je verrais bien. Ouais, ça pourrait bien. être, ouais, ce serait une superbe affiche, En ce serait une programme en superbe face. affiche, ouais. Ouais. J'avoue, tu me prends de court là, mais Rousseff, ouais, carrément, hein, c'est la Rousseff Ouais, versus Ziggler, c'est une belle affiche. Rousseff n'a pas de programme, donc, Ça à pourrait. part Goldberg, mais Goldberg il est pris avec Brock Lesnar, hein, mais il allait chatouiller Goldberg, mais bon, peut-être que ça deviendra quelque chose si Goldberg continue à voilà, ne se contente pas des séries. Mais ouais, enfin après le roster d'Euro, voilà, il y a ce qu'il faut. Oui, Pour je voyais bien ça. Moi je pense que ça ferait une belle affiche. ça ferait une belle affiche. Comme Rusev n'est pas Ouais, c'est à vrai. Raw. Putain, tu viens encore de spoiler. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de spoiler. Oui, ouais. Merci, tu seras gentil. Non, mais voilà, il s'est passé plein de trucs dans cette promo, c'était top. L'équipe, la composition de l'équipe de SmackDown, bon là par contre on s'est chié dessus dans les grandes largeurs, mais c'est intéressant. Ils ont pris le parti manifestement de pas proposer de match pour le titre au Survivor Series. Ouais, c'était ça qui était un peu le mystère à ce moment-là, c'était de savoir quelle ceinture allait être remise en jeu. Visiblement pas beaucoup de ceintures. C'est pas plus mal parce que quand bien même ils ont annoncé une fois de plus 4 heures de pay-per-view. Bon, il faut se dire que les Survivor matchs vont certainement durer longtemps. Tant mieux. On a des affiches on a une affiche de gala. On va avoir le Open Challenge qui va être l'élément de surprise que tout le monde, enfin pas que tout le monde attend, mais c'est toujours bien comme ça côté des on va dire des adversaires mystères, hein. Comme on avait le Open Challenge avec John Cena, on était toujours impatient de savoir qui allait débarquer. Surtout là avec cette histoire de roster de Raw qui est challengé. En fait, je trouve ça super, moi, cette idée. J'en viens même à me dire
que ça devrait être pas systématique, mais j'aimerais bien que le titre US soit également remis en jeu face à quelqu'un du roster de SmackDown, et ça pourrait être une gimmick qu'on reprendrait un concept où certains titres sont remis en jeu carrément entre deux membres. Parce que l'idée, c'est de voir qui est meilleur de Raw et SmackDown. Donc on a des matchs Survivor où visiblement, il n'y a aucun enjeu si ce n'est de dire c'est nous les meilleurs, ce que je trouve déjà très bien en fait, surtout quand les catcheurs montrent de l'intérêt. Exactement. Ça doit passer par là en fait. Ça doit passer par les catcheurs qui montrent de l'intérêt, qui se provoquent. Ils l'ont bien fait. Et ça, ils le font. Mais si en plus on peut rajouter un peu de suspense sur les ceintures qui changeraient de roster, là franchement on aurait vraiment un pay-per-view avec une thématique. Avec plusieurs déclinés de plusieurs façons. Non mais c'est une sorte une sorte de mix parfait entre feu bragging rights là et Survivor Series. Exactement. Ils utilisent à la perfection la stipulation, enfin la gimmick du pay-per-view Survivor Series en rajoutant ce qui faisait le sel d'un pay-per-view qui était quand même de troisième zone, bragging rights là. Donc c'est plutôt intéressant. Puis du coup en fait, à l'époque, quand on avait pronostiqué les équipes de SmackDown, on n'avait pas toutes les cartes en main, mais je trouve que c'est intelligent. C'est intelligent d'avoir mis Ambrose et Styles dans l'équipe, parce que mine de rien, ce qui s'est passé depuis nos pronostics là sur les 3 dernières semaines, je trouve, on va en parler dans le main event, mais désensibilise un petit peu quand même la rivalité. Enfin. Entre AJ Styles et Ambrose qui est presque en train de se transformer en rivalité de show hebdomadaire, et je me dis que un énième Ambrose Styles à Survivor Series ça aurait peut-être été un peu trop, donc au final ils sont un peu en train de solder l'histoire là en weekly, et c'est pas plus mal de les avoir mis dans l'équipe pour changer un peu les affiches au prochain pay-per-view, donc c'est bien. Bon, et je te remercie Jean-Michel Transition. Puisqu'effectivement, donc le main event de ce soir, c'est évidemment, implique évidemment Dean Ambrose, AJ Styles et l'ami James Ellsworth, qui veut pas partir. Donc, en fait, pour tout vous dire, cet épisode de SmackDown a commencé avec James Ellsworth. Voilà. Il était sur le ring, enfin il arrive sur le ring parce qu'il a toujours son petit tentron. Et il se confond évidemment en excuses. Il supplie Dean Ambrose de le laisser à nouveau être à ses côtés ce soir. Il sait que il l'a trahi. Rappelez-vous, la semaine dernière, il est intervenu dans le match qui aurait permis à Dean Ambrose de redevenir first contender. Dean Ambrose évidemment débarque parce que James Ellsworth l'interpelle. Alors, Dean Ambrose, il écoute assez difficilement les lamentations de James Ellsworth. On voit très bien comme la blague est terminée, quoi. Les blagues les plus courtes sont les moins longues, comme on dit. Il en a un petit peu marre de ce petit lutin sans menton. Au début, c'est rigolo, comme on dit, puis à la fin, il y en a marre. Et James Ellsworth, je crois que c'est James Ellsworth qui lui... Non, c'est peut-être Dean Ambrose qui lui dit... Non, c'est James Ellsworth, je ne sais plus. Un des deux dit que... reprend la cache-phrase de James Ellsworth qui lui avait probablement valu l'attention des dirigeants de la WWE quand il avait eu son premier match contre Braun Strowman, en disant que chaque homme qui a deux mains peut faire une bêtise. Voilà, il a repris. Voilà, je ne sais plus. C'est Dean Ambrose qui le dit, pour le dire. Ok, je te pardonne. Voilà, comme tu dis, chaque homme. Voilà, tout le monde peut faire des conneries. Voilà, c'est bon, passons à autre chose. Il lui dit, mais par contre, écoute bien, ne te remets jamais plus dans mes pattes, Jamais. Ça, c'est drôle. Il le répète 5 fois. C'est ça, il le répète 5 fois, John. C'est interminable. On sent vraiment qu'il en a gros sur la patate. Tout comme Latrell doit en avoir gros sur la patate de voir James Ellsworth. AJ Styles évidemment intervient à ce moment, évidemment finit par intervenir et tente carrément de retourner un James Ellsworth contre Dean Ambrose en lui disant mais c'est bon, tu lui dois plus aucune excuse, regarde, tu me dois à moi plutôt des remerciements, grâce à moi, c'est moi qui t'ai mis sur le devant de la scène, grâce à moi tu as vendu des millions de t-shirts moches à $25, j'ai lancé ta célébrité, j'ai même lancé carrément, tu me dois ta carrière tout entière.
Donc Dean Ambrose commence à chauffer, il en a un petit peu marre de James Ellsworth, mais il en a aussi carrément marre de AJ Styles qui vient se mêler de tout. Les deux se chauffent, hein. James Ellsworth tente de s'interposer, il y a une bousculade, Styles pousse James Ellsworth dans Dean Ambrose, et il en profite après pour placer son phénoménal arme dans Dean Ambrose pour le coucher, le sécher littéralement. Donc c'était comme ça que c'était terminé cette première séquence. Voilà. Tout au long de l'épisode, il y a plusieurs séquences backstage. On voit James Ellsworth tenter à chaque fois de se faire pardonner, il se lamente tout le temps. Évidemment, il en fait des tonnes, il en fait des caisses pour pousser à bout l'ami Ambrose. Brian tente de calmer les deux, Dean Ambrose et James Ellsworth. Il y parvient en bouquant. Il est gentil, Daniel Bryan. En bouquant un énième contender match pour le Lunatic Fringe. Donc ce soir, Dean Ambrose aura enfin encore un match pour devenir first contender s'il bat AJ Styles. Et pour s'assurer que James Ellsworth n'est plus dans ses pattes, et ben Dean Ambrose, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aucun risque, il enferme, comme on dit, il enferme James Ellsworth dehors, il le pousse vers une porte de sortie, les portes de secours là qu'on peut ouvrir de l'intérieur, mais certainement pas de l'extérieur. Donc à ce moment-là, on se dit qu'évidemment James Ellsworth trouvera bien un moyen de rentrer à nouveau, sûrement par la porte d'entrée principale. Donc on a notre match. Tout ça pour arriver à ce match qui était booké, un match avec un enjeu important puisque c'est encore un match de first contender pour Dean Ambrose, donc opposé au champion, à the face who runs the place, AJ Styles. Donc les deux hommes veulent rapidement en finir, comme à chaque fois, ils se connaissent tellement par cœur qu'ils foncent dans le tas et pour essayer de rapidement de prendre l'avantage. Donc il y a plein des tentatives de roll-up, des contres en tout genre. Dean Ambrose tente la première soumission, sans succès. AJ Styles place à son tour le célèbre sa prise de soumission du mollet. Le calf clocher, prise du... Je peux pas y arriver, hein. Oui, non, mais j'étais en même temps en train de relire les commentaires de Camille Bourg, un de nos plus fidèles commentateurs, qui nous disait que calf, c'est le mollet, voilà. Il m'a corrigé. Il est allé voir dans le Urban Dictionary, et calf, c'est le mollet dans le langage de la rue. Merci. Au passage, il glisse d'ailleurs que le meilleur ICF du monde est porté par William Regal, donc... ça, oui, ça glisse. J'ai failli censurer le commentaire, mais bon. Voilà, on n'est pas comme ça, nous sommes pas les censeurs de YouTube. Donc on revient au match. Donc cette tentative de soumission de AJ Styles ne fonctionne pas puisque Dean Ambrose finit par trouver les cordes. Un peu plus tard, les couilles du champion atterrissent sur la barricade. Je l'ai noté comme ça. Jamais plaisir. Et sa mâchoire se trouve sur le chemin du coude de Dean Ambrose. Vous avez l'image là, boum, ça doit faire mal. Tentative de tomber au retour sur le ring. Dean Ambrose contre un saut de AJ Styles qui allait probablement tenter un phénoménal arm. Les deux se retrouvent hors du ring. Ça castagne hors du ring, ça revient sur le ring, ça continue à castagner. AJ Styles contre une souplesse et envoie Dean Ambrose dans le coin. Les contres s'enchaînent sans répit. Tentative de tomber sur le champion. 1, 2, ça ne passe pas. AJ Styles enclenche alors le Styles Clash, mais c'est contré. Les deux se connaissent parfaitement. On joue vachement là-dessus évidemment. Grosse corde à linge des deux, ou l'Ariat, je ne sais plus. En tout cas, les deux se retrouvent au sol. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le public, on sent dans le public ça gronde, qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose, c'est James Ellsworth, qui débarque pour encourager Dean Ambrose. AJ Styles en profite, il place son pelé kick. 1, 2, ça ne passe pas. James Ellsworth se fait pourchasser par les gardes du corps à ce moment-là. Là, c'est ça cartoon. Enchaînement délirant de contre là. Soumission de AJ Styles toujours infructueuse. James Ellsworth revient, mais il est pris par la police et il se fait éjecter par AJ Styles. Ambrose capitalise. Il contre le Phenomenal One par un Dirty Deeds qui cette fois-ci sera fatal pour le champion. 1, 2, 3. Dean Ambrose remporte le match pendant qu'on ramène James Ellsworth, on le traîne James Ellsworth le long de la rampe d'accès. James Ellsworth assommé mais visiblement heureux
Ah, il est heureux comme un Comme un prince. pape, là, comme un prince, d'avoir pu aider son seul et unique ami, Dean Ambrose. L'épisode se termine sur Dean Ambrose qui donc célèbre sa victoire, retourne dans les vestiaires. Il jette un petit coup d'œil comme ça à James Ellsworth qui est toujours assommé et entouré des quatre gorilles. Il revient, il relève James Ellsworth. Il le relâche pour les... James Ellsworth retombe complètement, il est complètement assommé, le pauvre. Donc Flasque. voilà, Flasque, voilà, exactement. Et donc voilà, Dean Ambrose, voilà, dans son style si particulier, hein, qui célèbre sa victoire et donc qui est à nouveau challenger officiel pour le titre. Je ne sais pas si ça a été annoncé dans cet épisode ou plus tard, mais donc les deux s'affronteront à TLC. Ah, d'accord. Et Ok. oui, donc ça n'a pas dû être annoncé dans cet épisode, je l'ai vu ça, je ne sais Ah, pas d'accord. où, peut-être sur, Ma question, justement, je ne savais pas. sur Vine, non, ça a été fermé par Twitter, sur Instagram peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que je crois que les deux s'affronteront, justement, hein, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est pour ça ça m'a fait penser à ça, je crois que les deux vont visiblement s'affronter au pay-per-view de SmackDown qui suivra les Survivor Series. À savoir TLC, à en croire l'agenda officiel. Ouais, c'est pas mal alors, c'est mieux parce que il y en avait, enfin, c'est pas qu'il y en a marre, hein, c'est cool, mais je trouve que de manière générale, enfin, à SmackDown, Daniel Bryan et Shane McMahon ont quand même un peu trop tendance à lâcher des title shots dans tous les sens en hebdomadaire là. Donc du coup, c'est quand même mieux, je pense, d'espacer un peu et de renvoyer ça à TLC dans un mois. Du coup, ça doit être dans je sais pas quand est-ce que c'est TLC, Vu que c'est Survivor Series, c'est dans 2 semaines, je pense qu'effectivement on peut dire que dans 4 semaines on se retape un pay-per-view brandé quoi. ouais. Mais bon, bah écoute, c'était cool. Enfin, moi j'ai, je vais pas m'en cacher, hein, parce que de toute façon il y a pas de raison. Mais enfin, moi j'ai encore adoré tout ce qui s'est passé autour de cette histoire à SmackDown. Enfin, ils ont quand même le chic. Je sais pas, enfin, on peut peut-être pas en dire autant de Raw, mais à SmackDown, que ce soit entre des trucs pas gagnés du tout comme Randy Orton contre Bray Wyatt ou cette histoire avec James Ellsworth, ils ont quand même le chic pour transformer des trucs dont personne n'a envie d'entendre parler ou des trucs vraiment foireux en vraiment des trucs géniaux quoi. Enfin, genre là le public est à fond derrière James Ellsworth, donc du coup ça marche forcément. C'était très très drôle. On a quand même ouvert l'émission sur une promo in-ring de James Ellsworth, c'est quand même incroyable, avec son propre Titantron. Donc voilà, bon bah moi je trouve que le mec est parfait dans son rôle. C'est évidemment pas le Quel meilleur, acteur en plus. C'est le mais rôle ouais de non sa mais vie. Hein. c'est drôle parce que on peut pas dire que ce soit un bon orateur, on peut pas dire que ce soit un bon catcheur, mais enfin, en fait, dans son rôle, il est parfait, quoi. Le mec gauche, bizarre, maladroit, vraiment que tu te demandes ce qu'il fout là, il est parfait là-dedans, il fait la plante verte parfois, il y a des moments où tu as envie de lui dire non mais arrête, donc c'est vraiment très drôle, donc toute la promo d'ouverture était assez sympa, avec il est toujours tiraillé entre AJ Styles et Dean Ambrose là, dans les promos, c'était assez marrant, et puis bah, sur le main event, on le voyait venir à 10 km qu'il allait intervenir, hein, parce qu'il avait redemandé, Brian lui avait dit expressément, comme on gronde un enfant presque, il lui avait dit écoute James, tu fais ce que tu veux, mais tu ne viens pas au bord du ring, je te le dis, tu n'as pas le droit de venir, machin, c'était assez drôle. Et puis il était allé revoir Dean Ambrose au milieu de l'émission, hein, tu l'as dit, il dit ouais t'es sûr, j'aimerais bien venir, t'es sûr je peux pas venir et Oh, le tout. pot de colle. Ouais, non, mais ouais, c'est là où et là, il est vraiment excellent parce que t'as envie de dire, non, mais putain, on t'a dit de pas venir, genre, arrête, Et arrête. d'ailleurs, en plus, je trouve que Dean Ambrose est parfait en interaction parfaite avec ce genre de personnage, tu vois. Parce qu'il est à la fois Oui, gentil et voilà. méchant avec lui, ce qui colle plutôt bien, Ouais. en tout cas au personnage À son- actuel de Dean Ambrose, hein, à son caractère. Bon, sur le match, c'était moins bon que la semaine dernière, j'ai trouvé. Ah, ils peuvent pas enchaîner les 4 étoiles, voilà. C'est ça qui est un peu dur, c'est ça qui est, parce que moi j'ai beaucoup aimé l'enchaînement final, parce qu'avec tu sais, le springboard, Ils ont vachement travaillé les contres
Et on arrivait à un point, et ça les commentateurs l'ont souligné, pour une fois ils ont fait du boulot pas trop dégueu, bon, même si c'est pas très glorieux non plus, mais voilà, voilà, on joue vachement sur la... Ça y est, maintenant ils se connaissent par cœur. Ouais, exactement. Ils se connaissent par cœur et ça se sent, ça s'est senti dans ce match, en effet, où il y avait beaucoup plus de contres. Et la séquence finale du springboard DDT inversé qui était passé la semaine dernière. Et là, du coup, AJ Styles se fait contrer, il tente un Dirty Deeds, il se fait recontrer, oui. Il passe le Calf Crusher. C'était vraiment très sympa comme séquence à la fin. Ouais. Mais bon, à part ça, c'était un peu moins bon. Ouais, j'ai même trouvé ça un peu lent. Il y avait des exécutions qui par moment, ils voulaient pas se planter ou temporiser, donc. Mais voilà, et on risque quand même avec ces matchs de tomber dans une forme de lassitude. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Je trouvais que c'était bien de les avoir mis dans l'équipe au Survivor Series parce que mine de rien, on sort quand même de 2 mois où c'est bon, il y a eu John Cena qui est venu dans le mix à un moment, mais on sort de 2 mois où c'est du Dean Ambrose, AJ Styles à toutes les sauces toutes les semaines. Et donc du coup mine de rien des matchs comme ça, je me rappelle avant No Mercy parce que du coup je suis allé regarder quand même, mais j'avais un souvenir de ça, mais avant No Mercy, Dean Ambrose avait déjà eu un title shot contre AJ Styles en weekly. Ensuite, bon voilà, ils ont eu les interactions qu'ils ont eu ces 4 dernières semaines où ils sont quasiment toujours dans le main event. La semaine dernière, il un match en weekly qui est censé quand même être un peu une affiche de main event, quoi. Un match en weekly la semaine dernière en ODQ. Cette semaine, ils ont un first contender. Je me dis, là, j'étais en train de me dire, non mais attends, donc là maintenant, Dean Ambrose est first contender. Si la semaine prochaine, ils nous mettent encore un title shot en weekly entre les deux, ça fait un peu beaucoup. Donc finalement, bon là, c'est pas plus mal que ce soit repoussé à TLC, c'est plutôt bien joué. Donc voilà. Écoute, sinon bon, bah, j'ai dit ce que je pensais du match. Ellsworth a été hilarant à la fin là quand ils l'ont traîné par terre. Avec ce regard ravi qu'il avait, vraiment, le sourire. Tu sentais il était heureux, voilà. Il était KO mais heureux. Il avait son sourire, les yeux fermés. Il se faisait traîner par 4 mecs de la sécurité. C'était juste trop drôle. Et donc bon bah Dean Ambrose gagne. J'apprécie toujours le travail qui est porté à la protection du Dirty Deeds. C'est fou ce que c'est une prise qui est quasiment au niveau du RKO. Hein. C'est parce que ouais, je pense qu'elle a été quand même pas aussi fatale que le RKO. En fait, c'était marrant, mais c'était le commentaire que j'avais eu lors de No Mercy. Je trouvais que c'était drôle de voir que autant le Attitude Adjustment est porté à tire-larigot parce que ça donne un côté dramatique, on s'en relève, ça donne des near falls et tout. Le Styles Clash, le Phenomenal Forearm aussi, on s'en relève, il est porté parce que ça donne des beaux moments. Et c'est assez drôle de voir à quel point le Dirty Deeds est systématiquement contré dans tous les matchs. Ah oui. Il est contré, il est contré, d'accord. Okay. Ouais. Parce que en fait, c'est très intéressant, je trouve, de voir dans les matchs de Dean Ambrose que dès qu'il se met en place pour le Dirty Deeds, il y a vraiment un sentiment d'urgence qui se déclenche dans le comportement de l'adversaire qui veut tout de suite en sortir. Ouais. Et généralement, quand le Dirty Deeds est porté, ça fait 3. Ah ouais. J'avais pas cette impression-là justement que ça fait 3. Et du coup, j'ai bien aimé, voilà, que encore une fois le Dirty Deeds soit fatal parce que mais qu'il ait été contré 2 fois pendant le match. Je trouve que vraiment ça donne à cette prise un côté très. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a des prises comme ça, comme le RKO où bah du coup le Dirty Deeds, si on suit ta théorie, où la seule issue pour s'en sortir, c'est de le contrer. Voilà, si ça passe, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc, alors qu'effectivement, d'autres prises comme le Attitude Adjustment, voire malheureusement le Styles Clash, ouais. On peut s'en relever. Si on est dans des bonnes conditions, on peut s'en relever. Et généralement, on est obligé de le porter du haut de la 3e corde et tout pour ajouter de la puissance. Un Styles Clash depuis le haut de la 3e corde, j'ai envie de voir ça. Là, je suis pas sûr. Il va falloir que le mec soit bien au taquet en dessous là. Mais bon. Ou voilà, peut-être un mec qui veut partir à la retraite, jeune. Voilà, dans l'ensemble, pour conclure, parce qu'on sait pas, mais bon boulot, quoi, bon travail, encore une fois, c'est divertissant, et puis bah ça marche bien, quoi, enfin ça marche vraiment bien. Du coup, c'est le mot de la fin. On va sanctionner tout ça de notre top, de notre flop et de notre note. Je te propose qu'on change un peu, que tu donnes ton top, je donne mon top, tu donnes ton flop, je donne mon flop, tu donnes ta note, je donne ma note.
C'est parti. Voilà, c'est un peu Survivor Series, un coup à toi, un coup à moi. Ouais. Tu vois. Alors, Eh ben, vas-y, ton top, s'il te plaît. je donne mon top. J'en avais deux, mais je donne mon top à la promo de Alexa Bliss et de Carmella, surtout Carmella, qui m'a vraiment fait plaisir dans cette promo. J'ai trouvé très intéressante et de plus en plus à l'aise. Donc c'est bien de voir qu'il y a potentiellement une deuxième île très intéressante dans le roster. Eh ben, écoute, j'hésitais entre celui-ci et celui que je vais présenter. Pour moi, mon top, c'est Ziggler qui lance l'Open Challenge Ouais. à la Team Raw. Ça m'a surpris. Je trouve que Dolph Ziggler est très bon dans ce genre de séquence où justement, tout d'un coup, il s'enflamme et il hurle et il dit hey, qui veut se battre et le fait de cette interaction entre les deux, il y avait finalement c'est très hermétique entre Raw et SmackDown, ce qui était très bien. Mais maintenant que Survivor Series arrive, c'est le moment de créer des accès entre les deux et je trouvais que c'était des ponts et j'ai trouvé ça très original et vraiment bien foutu et en plus ça a conclu une énorme séquence donc c'est ça mon top. Ton flop? Mon flop, ça va être. On en a parlé tout à l'heure parce que j'ai trouvé le show excellent, à l'exception du Uso contre les Headbangers. J'ai trouvé que ce match, ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'est un mini flop parce que ça a pris 2 minutes de l'émission sur 2 heures, donc ça va. Mais j'ai trouvé ça moyen dans l'exécution, dans le booking, dans l'intensité. C'était vraiment une pause pipi. Donc c'est les Headbangers, ton flop? Non, c'est le match. Enfin, c'est le match que j'ai trouvé bof. Ok, effectivement. Alors moi, je vais mettre alors c'est un flop, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de qualif pour les filles. Pas de match de qualif, on ait choisi un peu les filles pour le roster, enfin par défaut. Mais ça, c'est dû au roster en lui-même. Ils se sont un peu piégés avec ce système. Voilà, ils sont un peu piégés. Du coup, ça fait un peu. Enfin, toi, Naomi est sélectionnée, mais là, enfin, elle en sort pas forcément grandie. On dit pas elle est choisie parce qu'elle est forte. Non, elle est choisie parce que il reste plus que ça. Donc, voilà, c'est un appel du pied pour si vous voulez faire monter des filles de NXT ou d'ailleurs, c'est à SmackDown. Hein, n'hésitez pas. Même si il y a moins de temps. Alors, en fait, c'est ça. C'est pour les Survivor Series. On s'en rend compte, mais après, c'est retour au weekly, et là... De l'année, c'est moins pénalisant. C'est ça. Mais bon, c'est un petit flop, hein. C'est pas... J'aurais pu mettre l'After Effect, là, sur les yeux de Randy Orton. La petite, voilà. C'est vrai que c'était un peu chelou, ça. Bon, allez, ta note pour sanctionner définitivement cet épisode de SmackDown. Alors, on va pas être trop dithyrambique parce que je vais mettre 4. Je vais mettre 4. Excellent épisode, encore une fois, sans moment hallucinant qui ferait que j'irais au-dessus. Mais voilà, une fois de plus, un très très bon épisode avec rien acheté. C'est solide, c'est facile à regarder, c'est ce qu'on dit chaque semaine, mais c'est très bien. Je crois que c'est la semaine du 4, parce que je crois qu'à Raw, ils ont mis 4 également, et tu sais quoi, je vais mettre 4. Et effectivement, pour les mêmes raisons que t'as citées. Je te remercie, Giscal. Écoute, de rien, c'est toujours un plaisir. Je vous remercie également de nous écouter chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à la fois sur iTunes, sur PodCloud ou sur YouTube. Il y a eu un nouveau numéro de Talking Catch, justement avec toi, Giscal, qui est paru cette semaine avec Ringside, où vous avez discuté de l'actualité, du monde du catch. Et on a analysé Hell in a Cell dedans. Et vous avez, c'est ça qui est important, vous avez analysé Hell in a Cell. Donc vous avez, c'est package 2 en 1, les actus smart et trash du catch et la petite analyse qui va bien de Hell in a Cell. Donc vous trouverez ça sur YouTube, mais également on l'a posé sur le podcast audio. Donc ça se trouve vous l'avez déjà écouté au moment où vous nous entendrez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Smacking Down. Smacking Down. J'ai botché tel Daniel Bryan qui a botché le nom de Dolph Ziggler pendant sa magnifique promo. Charlie Caruso qui avait botché le nom de James Ellsworth aussi. Ah oui, James Allès. James Allès, je crois. Mais où aller chercher ça, quoi. Et Dean Ambrose qui ne s'est pas privé de bien la corriger en insistant. Oui. Et d'ailleurs, Dean Ambrose qui a fait aussi une petite référence à Back to the Future. À Marty McFly. McFly, donc tu en parlais tout à l'heure. Donc voilà. C'est vrai. Voilà, tout se rejoint à la fin, tout le monde se rejoint à la fin dans la piscine. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
Alors attends, il faut juste que je fasse mon petit menu. Au menu. Voilà. Ce soir. De ce soir. La Vipère. Rejoint. Prête allégeance. Ougourou. C'est pas mal ça. Il s'auto-congratule. C'est pas mal ça.